Le Parménide de Platon dialogue sur les idées genre logique. Personnages du prologue, Céphale, Adimante, Glaucon, Antiphon. Céphale. En arrivant à Athènes de Clazomène, notre patrie, nous rencontrâmes sur la place publique Adimante et Glaucon. Alors Adimante, me prenant par la main, « Bonjour, Céphale, dit-il. Si tu as besoin ici de quelque chose qui soit en notre pouvoir, tu n'as qu'à parler. » « Eh, mais, lui dis-je, c'est justement pour cela que je suis venu. J'ai quelque chose à vous demander. »« Fais ta demande, dit-il. » Alors je lui dis, « Quel était le nom de votre frère maternel ?»« Je ne m'en souviens pas. Ce n'était guère qu'un enfant, quand je vins de Clazomène ici pour la première fois, il y a déjà longtemps de cela. Son père s'appelait, je crois, Pyrilampe. Oui, dit-il, et lui Antiphon. Mais où veux-tu en venir au juste ? Ces messieurs, répondis-je, sont mes concitoyens et grands amateurs de philosophie. Ils ont entendu dire que cet Antiphon a eu de fréquents rapports avec un certain Pythodore, ami de Zénon, et qu'il sait par cœur l'entretien qu'eurent jadis entre eux Socrate, Zénon et Parménide pour l'avoir entendu répéter à Pythodore. C'est vrai, dit-il. Eh bien, repris-je, ce sont ces entretiens que nous voudrions entendre. Ce ne sera pas difficile, dit-il, car dans sa première jeunesse, il s'est fort appliqué à se les mettre en mémoire. À présent, il est vrai, comme son grand-père et homonyme, il s'occupe surtout d'équitation. Mais puisque vous voulez le savoir, allons chez lui. Il vient de partir d'ici pour regagner sa maison, près d'ici, à Mélitée. Ce disant, nous nous mîmes en route et nous trouvâmes Antiphon au logis, qui donnait un mort à faire à un forgeron. Quand il eut fini avec lui, ses frères lui expliquèrent le but de notre visite. Il me reconnut pour m'avoir vu lors de mon premier séjour ici et me salua. Nous le priâmes de nous répéter l'entretien. Il hésita d'abord, car c'était, disait-il, une grosse affaire. Cependant, il finit par y consentir. Personnages du dialogue, Pythodore, Socrate, Zénon, Parménide, Aristote. Alors Antiphon dit que Pythodore lui avait... alors Antiphon dit que Pythagore lui avait raconté qu'un jour Zénon et Parménide étaient venus aux grandes Panathénées. Parménide était déjà fort avancé en âge, tout gris, mais de belle et noble prestance. Il avait environ 65 ans. Quant à Zénon, il approchait alors de la quarantaine. Il était de belle taille et agréable à voir. On disait qu'il avait été le mignon de Parménide. Il dit qu'ils étaient descendus chez Pythodore, en dehors du mur, aux céramiques. Socrate s'y était rendu aussi avec un certain nombre de personnes pour entendre les écrits de Zénon, car il les apportait alors pour la première fois. Socrate était fort jeune à cette époque. Zénon leur en fit lui-même la lecture, Parménide se trouvant dehors. La lecture était tout près de sa fin au dire de Pythodore, quand il rentra lui-même, et avec lui Parménide et Aristote, celui qui devint un des 30. Ils n'entendirent que fort peu de choses de l'ouvrage, mais Pythodore l'avait lui-même déjà entendu lire à Zénon. Quand Socrate l'eut entendu, il le pria de relire la première proposition du premier chapitre. Cela fait, il reprit. « Comment entends-tu ceci, Zénon, que, si les êtres sont multiples, il faut par là même qu'ils soient à la fois semblables et dissemblables, ce qui est assurément impossible, vu que les dissemblables ne peuvent être semblables, ni les semblables dissemblables. N'est-ce pas cela que tu veux dire ?» ?»« C'est cela même, répondit Zénon. Or, s'il est impossible que les dissemblables soient semblables et les semblables dissemblables, il est certes impossible aussi que le multiple existe, parce que, s'il existait, il ne pourrait échapper à ces impossibilités. Le but de tes raisonnements n'est-il pas précisément de prouver contre l'opinion commune que le multiple n'existe pas ? Ne penses-tu pas que chacun de tes arguments en est une preuve,
de sorte que, autant tu as écrit d'arguments, autant tu crois avoir donné de preuves de l'inexistence du multiple. Est-ce bien cela que tu dis, ou est-ce moi qui ne te comprends pas bien ? Non pas, dit Zénon, tu as au contraire bien saisi l'intention générale de mon livre. Je comprends, Parménide, reprit Socrate, que Zénon veut être inséparable de toi, non seulement par tous les liens de l'amitié, mais encore par ses écrits. Car il dit au fond la même chose que toi, mais en variant la forme, il essaie de nous faire croire qu'il dit quelque chose de différent. Toi, tu avances dans tes poèmes que tout est un, et tu en apportes de belles et bonnes preuves. Lui, de son côté, affirme que le multiple n'existe pas, et il en donne lui aussi des preuves très nombreuses et très fortes. De la sorte, quand vous dites l'un que tout est un, l'autre que le multiple n'est pas, et que vous parlez tous les deux de manière à sembler ne rien dire de pareil, quoique vous disiez à peu près les mêmes choses, ce que vous dites paraît passer au-dessus de nos têtes. C'est vrai, Socrate, répliqua Zénon. Cependant, tu n'as pas tout à fait saisi le vrai sens de mon livre, bien que, comme les chiennes de Laconie, tu saches suivre et dépister les pensées qu'on exprime. Mais voici d'abord une chose qui t'a échappé, c'est que mon livre est loin d'avoir de si hautes prétentions. Il n'a pas été composé dans le dessein que tu lui prêtes de se déguiser aux yeux des lecteurs comme si c'était une œuvre considérable. Ce que tu as dit n'est qu'une conséquence accessoire. La vérité, c'est que mon livre a pour but d'appuyer la thèse de Parménide contre ceux qui essaient de le tourner en ridicule, parce que, si tout est un, sa thèse entraîne une foule de conséquences ridicules et se contredit elle-même. Ce livre répond donc à ceux qui affirment le multiple et leur renvoie leurs objections, et même avec usure. Il entend montrer que leur hypothèse du multiple entraîne, si l'on considère bien les choses, des conséquences plus ridicules encore que l'hypothèse de l'unité. C'est dans cet esprit de polémique que je l'ai écrit au temps de ma jeunesse. Il me fut dérobé, comme je venais de l'écrire, en sorte que je n'eus même pas à consulter si je devais ou non le mettre au jour. Voilà ce que tu n'as pas vu, Socrate, quand tu as cru qu'il avait été dicté, non par l'humeur batailleuse du jeune homme, mais par l'ambition de l'homme mûr. Au reste, comme je le disais, tu n'as pas mal caractérisé mon ouvrage.